Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de prendre un shot avec des experts en ressources humaines et ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique du recrutement et à l'apparition des tests de personnalité dans les processus de recrutement. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, team building, coaching et outplacement. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Vandenrich. Pauline, tu es DRH chez RH Performance et tu vas nous éclairer aujourd'hui sur l'utilisation de ces outils d'évaluation qui permettent du coup de faire un choix dans le cadre du recrutement. Dans les années 80, certaines entreprises ont décidé qu'il était important de considérer plus en profondeur le comportement et la personnalité des candidats. Ils ne s'intéressent du coup plus seulement aux hard skills, mais aussi aux soft skills. Et ils avaient une manière assez loufoque de détecter, d'identifier un peu la manière dont se comportaient les candidats. Est-ce que tu savais à quel outil ils faisaient appel ? Absolument pas. Sache qu'à cette époque-là, les recruteurs se basaient sur le signe astrologique. Ok. Alors, on peut facilement remettre en cause la fiabilité de cette méthode, et heureusement, les temps ont changé. Les fonctions RH ont aujourd'hui recours à des outils un peu plus fiables. Parmi les plus connus, on peut citer le HBDI, le MBTI ou encore le DISC. Tout à fait. Mais sont-ils vraiment pertinents ? C'est la question qu'on va se poser tout au long de ce podcast. Et j'ai une première question à te poser. C'est qu'on a tendance à prendre des raccourcis en parlant vulgairement de tests de personnalité. Qu'on soit d'accord, on ne parle pas ici de tests qu'on voit dans les magazines. Il ne s'agit pas de savoir si on est Serpentard ou Gryffondor. C'est bien plus profond que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ces outils d'évaluation de la personnalité et du comportement ? Absolument. Merci Clémentine pour cette question. Et avant de te répondre, j'aimerais revenir sur le concept en fait de test et parler plutôt de questionnaire ou d'inventaire de compétences ou d'aptitudes comportementales. Avec chacun leur spécificité. Et le but ici, c'est certainement pas de faire la promotion de l'un ou de l'autre, mais plutôt de vous décrire comment ils fonctionnent et vous expliquer mieux comment ils peuvent vous aider à prendre des décisions. Je vais vous en citer deux pour vous donner des exemples. Il y a par exemple le DISC, qui est un outil d'évaluation comportementale basé sur la théorie de William Marston, développée du coup dans les années 20. Et ce modèle est utilisé pour comprendre les comportements des individus dans différents contextes, tels que le travail, les relations interpersonnelles ou le développement personnel. Il évalue des comportements dominants, influents, stables et consciencieux. Et l'objectif de ces outils est de mieux comprendre comment le candidat pourrait s'intégrer dans une équipe et réagir dans différentes situations de travail et contribuer à la culture d'entreprise. Et si je devais en citer un autre, je pourrais te parler du process communication de modèle, qui est quant à lui un outil de communication et de gestion des relations interpersonnelles développé par le psychologue américain T.B. Keller et qui a initialement été utilisé par la NASA dans les années 70 pour sélectionner et former les astronautes. Il est maintenant aussi largement utilisé dans le recrutement, mais aussi dans le management, dans la négociation et dans le développement personnel. Ce sont des modèles en fait qui permettent d'aller identifier du coup des personnalités. Ici, dans le PCM, on va aller regarder et comprendre la communication humaine et le dynamisme de personnalité. Et il repose sur l'idée en fait que chaque individu possède un mélange de 6 types de personnalités. Et ces types vont influencer la manière dont une personne communique, réagit au stress et interagit avec les autres. On va aussi se parler de besoins psychologiques on aurait pu aussi se parler ensemble du performance, du MBTI, tu l'as cité, du Four Colors et de bien d'autres tests. Et plutôt, je vais redire, donc, du coup, pas de tests, mais de questionnaires ou d'inventaire de compétences et d'aptitudes comportementales. Et le but, c'est de pouvoir savoir lequel vous correspond le mieux finalement en fonction de ce que vous avez envie d'aller chercher chez vos candidats. Ces outils permettent en fait de cerner les forces et les points d'amélioration d'un candidat et aussi d'identifier les potentiels de développement. Et ils aident également à anticiper comment le candidat pourrait se comporter sous stress et une fois aussi dans l'entreprise en termes de collaboration. Merci pour ta première réponse. Toi, en tant que DRH, comment est-ce que tu réagis quand tu entends dire que ces outils mettent les candidats dans des cases qui ne sont pas forcément fiables et que c'est peut-être faux ce qui va être délivré à l'issue de ces outils ? C'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent, le fait que ces outils peuvent catégoriser les individus, ce qui n'est clairement pas le but. Ces outils peuvent donner l'impression de cataloguer les personnes, mais il est crucial en fait de voir comme des outils de compréhension plutôt que de jugement.
C'est finalement, nous ne sommes jamais cantonnés à l'un ou l'autre des comportements, mais nous réagissons en fonction des événements et des situations et avec nos préférences en fait comportementales. C'est systémique finalement. Donc ces outils, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut jamais les utiliser seuls et prendre des décisions de recrutement que sur le rapport et le débrief qui peut être fait suite à cette passation. Ça nous fournit tout simplement des informations complémentaires. Et lorsqu'elles sont combinées avec d'autres éléments comme des entretiens de recrutement, par exemple, des assessments, des expériences passées aussi, ou des prises de référence, ces outils peuvent nous aider à prendre des décisions, et des décisions plus éclairées. Ce sont des points de départ aussi pour des discussions plus approfondies, et ils permettent d'ouvrir un dialogue avec des candidats sur leurs préférences, leurs motivations et leur style de travail. Et c'est aussi une opportunité pour le candidat de mieux se connaître et de réfléchir à son propre développement professionnel. C'est intéressant du coup ce que tu nous dis par rapport au fait que ces outils-là sont des moyens et pas une fin en soi et qui permettent du coup de comprendre et non pas de juger les candidats. C'est aussi important de souligner le fait que c'est en effet une opportunité pour le candidat et je trouve qu'on ne le met pas assez en avant lors des processus de recrutement. Quelles précautions, toi, tu donnerais à un RH qui souhaite évaluer un candidat via un de ces outils-là ou via un assessment ? Alors, ce qui va être primordial avant de commencer, c'est de bien connaître l'outil et de bien comprendre l'outil que nous souhaitons utiliser et de connaître aussi finalement le pourquoi on souhaite l'utiliser. Chaque questionnaire a ses propres biais et ses propres limites et c'est important de du coup être formé correctement à son utilisation et à son interprétation. C'est important pour moi qui suis aussi psychologue du travail de formation de défendre ça parce que c'est important de pouvoir être certifié et formé pour utiliser du coup des questionnaires et de pouvoir du coup les débriefer correctement. C'est important aussi d'informer les candidats de la nature de ces outils et de leur utilité dans le processus de recrutement. La transparence est cruciale en fait pour maintenir la confiance. Et le but, c'est de leur expliquer aussi que un échange va avoir lieu suite à cette passation et que le but, c'est de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe derrière des informations que l'on va recevoir sur des débriefs qui vont généralement être faits via des algorithmes en fait générés par des ordinateurs. Troisièmement, ce qui va être important, c'est d'utiliser ces tests comme un complément à d'autres méthodes. Je l'ai précisé tout à l'heure. C'est un outil complémentaire et ça ne doit pas être un outil utilisé seul. Et enfin, il faut être conscient des questions éthiques aussi et légales liées à l'utilisation de ces questionnaires, notamment en termes de confidentialité et de non-discrimination. Du coup, merci pour ta réponse, Pauline. On comprendra du coup les 4 précautions à prendre qui sont d'être transparent avec nos candidats, de leur expliquer à quoi servent ces outils, mais aussi de les comprendre aussi soi-même pour bien les expliquer. Il y a aussi la notion de confidentialité qui est importante et aussi de ne pas utiliser ces outils comme une fin, mais comme un moyen, une complémentarité au processus. Tout à fait. J'ai une dernière question pour toi pour clôturer ce podcast. Penses-tu que ces outils et que l'assessment améliorent l'expérience candidat ? Donc on y a répondu précédemment, mais en quoi du coup ça améliore cette expérience candidat ? Oui, alors du coup, forcément, ma réponse est oui, puisqu'on y a répondu précédemment. Je vais réinsister sur le fait que ces outils, s'ils sont bien utilisés, oui, ont une vraie plus-value pour les candidats. Ils peuvent apporter une valeur ajoutée parce que ça va offrir aux candidats un retour sur eux-mêmes, finalement, qu'ils n'auraient peut-être pas eu autrement, et ça va générer une sorte de déclic. Ce qui peut les aider à mieux se comprendre et mieux se connaître aussi sur le plan personnel et professionnel. Et ça peut contribuer à un processus de recrutement plus structuré et plus objectif, ce qui est souvent perçu très positivement par les candidats. En fait, ce qui va être important de comprendre, c'est que si ces outils sont introduits de la bonne façon, utilisés aussi à bon escient et pour pouvoir favoriser le développement du candidat et non pour le juger, le candidat le verra forcément positivement. En fait, tout va dépendre de la façon dont ils vont être introduits dans le processus de recrutement finalement. Pauline, merci pour cette dernière réponse et merci d'avoir répondu présente à ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast et un nouveau format du Shot RH.